Cassie Ventura a pris la parole cette semaine en tant que première personne à témoigner contre Sean Combs devant le tribunal. Sa relation avec Didi a été traumatisante et elle a partagé chaque détail avec le monde. On commence à comprendre pourquoi Cassie a disparu et pourquoi Didi se retrouve derrière les barreaux. C'est la première semaine de Didi au tribunal, alors plongeons dans le vif du sujet. Cassie a pris la parole cette semaine. Elle est le témoin numéro 1 et elle devra avoir les accusations les plus accablantes contre Didi. Je veux dire, elle a été avec lui pendant plus de 10 ans, donc ça aurait du sens. Commençons par parler de l'attaque de 2006, cette vidéo qu'on a vue d'eux dans une chambre d'hôtel diffusée l'année dernière. La preuve centrale dans cette affaire est cette vidéo de surveillance de Didi attaquant Cassie en mars 2006. Cassie affirme qu'elle a quitté l'hôtel et a pris un Uber pour rentrer chez elle, tandis que Didi lui a envoyé une série de messages. Ce qu'on sait, c'est que Didi n'a pas été arrêté, donc il mentait là, dessus. Didi a dit, Cassie a révélé qu'elle a souffert de blessures et d'autres problèmes médicaux à cause des freak-offs auxquels elle a participé. Le jury a vu certaines de ses blessures en photo en temps réel, dont une cicatrice au sourcil. L'attaque à l'hôtel est survenue juste avant que Cassie ne se rende à la première de son film The Perfect Match. Les procureurs ont montré au jury une photo de Cassie vêtue d'une robe, portant de grandes lunettes noires, et elle a dit qu'elle cachait son île au beurre noir. Ils ont ensuite montré une photo de Cassie et Didi à la première, où certaines de ses blessures étaient encore visibles. Le jury a aussi vu des photos des blessures de Cassie après une altercation en décembre 2011. Ce qui est fou, c'est qu'ils ont encore des photos de cette époque-là. Ça fait quoi? 13 ou 14 ans. Et des photos avec son île au beurre noir, la plupart dissimulées par des lunettes de soleil en Jamaïque, en 2013 ou 2014. En raison de toutes les substances qu'ils prenaient pour leur freak-off, elle affirme avoir souffert de problèmes gastro-intestinaux, d'ulcères buccaux et d'infections urinaires fréquentes. Elle dit aussi qu'elle est devenue fortement dépendante aux opioïdes. Les infections urinaires étaient si fréquentes qu'elle en avait souvent une pendant les freak-offs, ce qui rendait les médicaments inefficaces. Voici un extrait d'un de mes TikTokers préférés, Becca Day, qui parle des accusations de Cassie. C'est tellement effrayant d'imaginer être dans cette position où tu dois faire ces choses pour plaire à ton partenaire et où ton corps se dégrade lentement, succombant à tout ce que tu lui fais subir. Je veux dire, ce ne sont pas des choses faciles, faire ces trucs durs qui changent ta perception, ton esprit. Je suis surprise qu'elle soit encore en vie aujourd'hui. Cassie affirme qu'elle préférait prendre le CAS, qui est, je crois, un tranquillisant pour chevaux, mais que certaines personnes prennent et qui ressemble à du Coca-Cola. Heu, Si tu vois ce que je veux dire, mais ce n'en est pas. Cela a plutôt un effet inverse. Ça te fatigue. En 2006, Didi a dit à Cassie qu'il voulait faire un vrai freak-off où il ne prenait pas de cas. Un FO réussi, c'est celui dont on se souvient, a-t-il dit. Cassie a témoigné qu'elle préférait prendre le cas pendant les freak-offs car c'était plus dissociatif, ce qui a du sens. C'est un de ces médicaments où tu peux complètement oublier ce qui s'est passé. En 2023, tout ce traumatisme du passé est remonté pour Cassie. Elle a eu des flashbacks horribles et est devenue bouleversée. Elle a essayé de se jeter sous les roues d'une voiture un moment, mais son mari l'a arrêtée. Les commentaires soutiennent Cassie. Cette femme est incroyablement forte. Je suis tellement fière d'elle, elle est un véritable exemple pour les femmes. Une autre personne a demandé ce que la mère de Didi pensait du témoignage de Cassie. C'est une excellente question, car sa famille assiste à ses audiences et entend ce que Cassie a à dire. Et il s'avère qu'une grande partie de ses freak-offs a été filmée. Et il semble que ces vidéos aient été utilisées comme moyen de chantage contre Cassie, ce que je pense être le pire cauchemar de tout le monde. Avoir quelque chose d'intime comme ça partagé, avec le monde, surtout avec la plateforme que Cassie a. Et c'est pas comme si Didi apparaissait dans ses vidéos parce qu'il est souvent à l'écart, filmant lui-même, j'imagine. Une fois, ils ont eu une dispute au festival de Cannes, allez voir ma vidéo à ce sujet, je l'ai postée hier. Et lors du vol de retour, il a joué les vidéos des freak-off et elle pensait qu'elles avaient été supprimées. Didi lui a dit qu'il allait l'embarrasser et les publier, une menace qu'il aurait faite très fréquemment. Quand ils sont arrivés à New York, ils sont allés dîner et ont eu un freak-off à sa demande. Tout ce qui allait le calmer et l'empêcher de me menacer, je voulais le faire, a-t-elle dit. Je voulais plus avoir peur. Le jury a vu des photos des freak-off. Ce que je n'ose même pas imaginer. Une jurée a poussé un long soupir et a posé sa main sur sa poitrine lorsque l'image a été projetée devant elle. Un juré homme a regardé l'écran, et lorsqu'une des images est apparue, il s'est éloigné rapidement. Il semblait qu'il ne voulait pas voir ça. La relation de Cassie avec Didi est devenue beaucoup plus sombre en 2018. Cassie affirme qu'en août 2018, elle allait dîner avec Didi pour une conversation de clôture.
Elle disait maintenant être avec son mari Alex. Didi était joueur et romantique pendant le dîner, se rappelle-t-elle, puis l'a conduite chez elle. Après une longue pause sur le banc des témoins, Cassie a alors partagé que Didi l'avait sévèrement blessée dans son salon. Je me souviens avoir pleuré et avoir dit non, mais c'était vraiment rapide, a-t-elle témoigné. Elle dit qu'elle ne savait pas si Didi avait remarqué ses pleurs. Cassie affirme qu'elle a eu des relations avec Didi une autre fois après cela. Elle a aussi témoigné qu'ils avaient eu quelques check-ins après qu'ils se soient séparés en 2018. Comme des petites vérifications, des messages d'amour, rien de fou. Comme je l'ai mentionné, il y a eu ce moment en 2018 où elle a été blessée par Didi alors qu'elle sortait avec son mari actuel, Alex Fine. Lorsqu'Alex Fine a quitté la salle pendant le témoignage, le juge a dit qu'Alex pourrait rester pendant la plupart du témoignage de Cassie. L'exception était lorsque la question tournait spécifiquement autour de l'agression de Cassie en 2018. À ce moment-là, Alex a dû quitter la salle. C'est intéressant que le tribunal ait mis ces restrictions. Je pense que c'est bien, car cela empêche Cassie d'admettre oui, ça s'est passé quand j'étais avec mon mari. C'est probablement une situation gênante pour elle. Mais ça semble pas que tout le monde dans la vie de Didi soit totalement mauvais. Elle affirme, Cassie affirme qu'une fois, lors d'une altercation en 2015, Didi lui a donné un coup de pied dans la chambre d'hôtel de Las Vegas alors qu'il organisait une fête dans la chambre voisine. Elle affirme qu'il lui a donné un coup de pied alors qu'elle essayait de s'enfuir et qu'elle a réussi à atteindre la salle de bain. Ensuite, elle a essayé de se cacher sous les toilettes. La sécurité de Didi et son équipe de gestion sont finalement intervenus pour mettre fin à l'incident. Cassie a dit qu'elle avait des yeux au beurre noir et des bosses de la taille de balles de golf sur son front. Elle a dit que l'un des gardes de sécurité de Didi a commencé à pleurer lorsqu'il a vu son état. Cette altercation a eu lieu il y a 10 ans. Pourquoi cela ne s'est-il pas arrêté à ce moment-là? On a un garde de sécurité qui pleure, témoignant de ce qui se passe. Je ne pense pas qu'on puisse mettre la faute sur ce garde de sécurité. C'est tellement triste de penser que cela aurait pu s'arrêter bien plus tôt. Cassie dit qu'après cet incident, elle a dû rester chez Didi pendant un peu moins d'une semaine pour récupérer de ses blessures, et que les enfants de Didi étaient aussi là à ce moment-là. Quand Didi a vu ses blessures pendant un appel FaceTime, il lui a dit de mettre plus de maquillage pour que ses enfants ne voient pas les blessures. Cassie affirme que durant leur relation, elle ne se laissait pas toujours faire. Au début de leur relation, lorsqu'il devenait violent, elle ripostait. Mais elle s'est vite rendue compte que cela empirait les choses, que cela rendait la situation encore plus violente, le poussait à être plus fort et plus brutal. Elle a expliqué que se défendre ne faisait qu'aggraver la situation, et elle a donc cessé de se battre. Parfois, elle a même initié des altercations physiques avec Didi, mais elle a précisé qu'elle n'a jamais vu de blessure sur lui après ces incidents. Lors d'une soirée dans un club à Los Angeles, après une dispute dans la voiture, Didi l'a traitée de salope ou de chienne. Cassie, en état d'ébriété, lui a donné un coup de poing en pleine figure. Elle a raconté que Didi s'était alors retournée et l'avait frappée au visage alors qu'elle était allongée sur le sol du véhicule. Elle a tenté de fuir, mais la sécurité de Didi l'a rattrapée et l'a ramenée dans la maison. Imaginez courir pour votre vie et puis voir ces gardes de sécurité vous poursuivre prêts à vous attraper et vous ramener. C'est effrayant. Pourquoi la sécurité de Didi n'est-elle pas poursuivie? Je veux dire, ça ressemble à un enlèvement, non? Cassie a dit qu'elle ne se reconnaissait plus du tout. Elle était couverte de bleu, avec des bosses partout, le visage enflé et marqué. Elle avait l'air horrible. Didi lui a dit qu'elle devait sortir discrètement de la maison et se rendre à un hôtel avec la sécurité pour qu'elle ne soit pas vue dans cet état. Elle a alors filé à l'hôtel, se couvrant bien pour que personne ne la voie ainsi, et y est restée pendant une semaine. Cassie a expliqué qu'elle ne pensait même pas qu'il serait sûr de tenter de partir. Elle comprenait ce que Didi était capable de faire, son accès aux armes et les menaces qu'il avait faites avant. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette affaire sur internet, évidemment, et certains se demandent Cassie, pourquoi tu ne l'as pas quitté? Bien sûr, la réponse est beaucoup plus complexe que ça. C'est une situation où, comme on l'a vu dans d'autres histoires sombres, tu te sens vraiment piégé, sans issue. Je pense que Cassie s'est sentie piégée à 100%. Ne voyez-vous pas? Les gardes de sécurité qui la poursuivaient et la ramenaient dans ses chambres d'hôtel toutes couvertes. Elle n'avait aucun contrôle sur son corps, son autonomie. Elle devait faire ce que Didi voulait, quand il le voulait. Il me semble qu'il y a une incompréhension générale sur la façon dont ces dynamiques fonctionnent. On espère que la plupart des gens ne se retrouvent pas dans ces situations, surtout des situations aussi terribles que celle de Cassie. Mais comme on l'a vu, Didi est incroyablement riche et puissant, bien plus qu'un homme normal, et c'est justement ce pouvoir qui l'a permis de maintenir Cassie dans cette emprise. Je pense qu'il est crucial qu'un expert vienne expliquer à ce jury ce que cette relation signifie, ce qu'elle implique, les conséquences de cette relation pour Cassie, afin qu'ils comprennent réellement pourquoi elle n'a pas pu partir. C'est pas aussi simple que ça. Ce commentaire dit: le fait de blâmer la victime est fou, mais malheureusement pas surprenant.
C'est une excellente question. Que s'est-il passé avec Didi pour qu'il devienne ce monstre? Et on n'entend encore que le témoignage de la première victime. Bien sûr, le troisième témoin est absent pour l'instant. Mais Cassie a confirmé pour la première fois qu'elle avait réglé un procès civil avec Didi pour 20 millions de dollars. Cassie avait écrit un livre sur son expérience avec Didi. Elle l'a envoyé au rappeur par l'intermédiaire d'un avocat et lui a dit qu'il pourrait acheter les droits pour 30 millions de dollars. Elle a dit: Je veux être compensée pour le temps, la douleur et toutes ces années à essayer de réparer ma vie. Il semble que cela va devenir un gros point utilisé contre Cassie, car elle a accepté cet accord, elle a reçu cet argent. Les avocats de Didi vont sûrement essayer de la dépeindre comme quelqu'un cherchant à profiter financièrement de cette situation. Les avocats de la défense de Didi ont d'ailleurs fait remarquer que certains accusateurs sont allés voir des avocats civils pour récupérer de l'argent, plutôt que de porter plainte officiellement ou de saisir la justice. Ils vont clairement tenter de se servir de ça contre Cassie. Jusqu'ici, ce sont surtout les procureurs qui ont posé les questions, mais la défense va bientôt pouvoir l'interroger. Nous en sommes déjà au 4e jour et la défense utilise des messages de texte pour tenter de présenter Cassie comme une adulte consentante. Ils ont fouillé dans plusieurs messages de Didi pour chercher des éléments qui prouveraient que Cassie était d'accord avec tout ce qui s'est passé. Ils ne vont pas nier que Didi a fait ces choses, mais ils vont essayer de faire passer Cassie pour quelqu'un qui était d'accord. Dans une conversation de mars 2017, Cassie disait à Didi: Arrête de jouer à la victime. C'est tout ce que tu voulais, et c'est pour ça que j'étais énervée, écrivait-elle. Elle a ajouté: J'aime nos fricoffs quand on est tous les deux d'accord. Cassie a témoigné: Je disais que j'adorais les fricoffs. C'était juste des mots à ce moment-là, des mots pour lui faire plaisir. Ce commentaire dit: Elle devait dire ça parce qu'elle avait peur pour sa sécurité et qu'elle n'agissait pas de son plein gré. Nous avons aussi d'autres échanges de messages de 2009. Didi lui demandait: Quand veux-tu faire un fricoff? Cassie répondait: Je suis toujours prête. Didi disait: J'ai hâte de te regarder. Je veux que tu sois vraiment excitée. Cassie répondait: Moi aussi. Je veux que ce soit incontrôlable. En tout cas, le vendredi, pendant le procès, il tente de faire passer Cassie pour la mauvaise personne. Elle a pu s'exprimer et raconter comment Didi l'a menacée, lui a pris son passeport, ses autres affaires et son téléphone. C'est tellement effrayant. Mais en même temps, de nouvelles preuves commencent à émerger. Ils ont trouvé un enregistrement audio où Cassie menace un homme. Cela s'est passé en mars 2014. Cet homme disait avoir une vidéo intime de Cassie. Et dans cet enregistrement, Cassie est entendue en train de menacer l'homme à plusieurs reprises, disant qu'elle allait le supprimer et qu'il allait aussi disparaître, parlant de Didi. Elle était plutôt menaçante dans cet échange. J'ai lu l'enregistrement en entier et on dirait qu'elle disait: Je n'ai jamais supprimé quelqu'un, mais je n'ai pas peur de le faire. Elle essayait de garder cette vidéo privée, d'empêcher qu'elle soit publiée. Ça semble être une lutte qu'elle a menée pendant toutes ces années. Cassie a d'ailleurs révélé qu'en 2023, elle avait cherché un traitement en soins intensifs parce qu'elle souffrait de PTSD. Elle a aussi parlé de sa dépendance aux opioïdes, héritée de sa relation avec Didi. Et maintenant, on parle encore de Kay dans les audiences d'aujourd'hui. Apparemment, Didi a envoyé des messages où il disait détester Kay. Il a aussi dit: Fais-moi savoir quand, s'il te plaît, ne sois pas en colère. Et je pense que c'est tout ce que je veux faire. Il dit qu'il ne se sent pas bien en prenant du cas, qu'il n'aime pas ça, et que c'est quelque chose que Cassie aime faire. Voici un autre échange de messages qu'on a appris aujourd'hui. Cassie dit: Je veux te parler de quelque chose demain. Je vais dormir, je t'aime. Didi répond: Ça va me stresser? De quoi s'agit-il? Elle répond: Freak off. J'ai hâte, ce n'est pas un grand deal. Didi réplique: Maintenant tu ne veux plus le faire. Oh, je sais déjà. Tu es tellement prévisible, Cassie, vraiment. Cassie lui répond: Ok, si c'est ce que tu veux, on va laisser ça comme ça. Puisque je suis si prévisible, passe une bonne nuit. Didi conclut: Peu importe, bébé, je ne vais pas jouer à ce jeu avec toi, et tu ne vas pas continuer à me repousser. Cassie répond: Je ne te repousse pas. Je ne fais jamais ça. Si quelqu'un ferme toujours la porte, c'est plutôt toi. Il y a donc un moment où, en 2010, il semble qu'elle accepte encore ces situations. Bien sûr, c'est vraiment au début de leur relation. Mais actuellement, en dehors du tribunal, on peut voir que la situation devient de plus en plus dangereuse. Certains reportent qu'il y a des partisans de Didi et d'autres qui le soutiennent moins, un véritable clivage public autour de l'affaire. Cassie dit qu'elle ne déteste pas Didi maintenant, elle a de l'amour pour le passé et ce que cela représentait. Elle a témoigné qu'elle n'a pas de haine pour lui. Puis lorsqu'on lui a demandé si elle avait toujours de l'amour pour lui, elle a répondu: J'ai de l'amour pour le passé et ce que cela a été. Ce qui, vous savez, montre peu, être qu'elle a fait beaucoup de progrès dans son traitement du PTSD et qu'elle peut désormais regarder en arrière sans le juger trop sévèrement. C'est donc officiellement la première semaine du procès. Je savais qu'il voulait faire sortir Cassie de la salle d'audience après cette semaine car elle est très enceinte.
Ils s'inquiètent qu'elles doivent accoucher et qu'il y ait un mystérial, ce qui serait terrible, car cela voudrait dire qu'elles donneraient naissance, puis reviendraient au tribunal pour tout recommencer. J'espère que ce ne sera pas le cas et qu'ils trouveront un moyen de continuer l'affaire sans perturbation. Nous allons suivre de près tout ce qui se passe. Merci à vous tous de me suivre et de rester avec moi, et j'espère vraiment qu'on assistera à de la justice ici. Je dois vous dire que, après cette première semaine, je suis pas complètement sûre. Il y a un monde où je pense qu'il pourrait s'en sortir. Je sais pas pourquoi. C'est juste que je vois des messages contradictoires. Certains sur Twitter disent que le gouvernement fait un travail vraiment mauvais dans cette affaire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci de me suivre et à très vite pour une nouvelle vidéo.